J'en ai ras-le-bol. Vous avez entendu ce qu'a dit la radio? Un peu de musique. Bien sûr. Pulsar. Ce sont les meilleurs dans leur spécialité. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Espace Pintrin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar. Nous sommes le lundi 17 mai, il est 8h, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien en ce beau lundi de mai. Ici, on va tenter de vous apporter l'énergie nécessaire pour démarrer cette semaine. Et pour ça, on a réuni une équipe de choc car on a le plaisir d'accueillir Kylian, je crois. Salut Kylian. Oui, bonjour. On est également en compagnie de Théo qui va assurer à la technique. Salut Théo. Salut à tous. Et Tom, notre nouveau chroniqueur qui nous parlera de skate et de Jeux Olympiques. Salut Tom. Salut Emile, salut tout le monde. Au programme de cette émission, nous retrouverons Pierre qui va nous parler d'une discorde au sein de La République En Marche. Mobilité et pourquoi pas l'électrique, ce sera notre débat du jour. Et on finira par un reportage de nos confrères de Radio Campus Montpellier qui sont partis à la rencontre des responsables Erasmus de leur université. Mais avant tout ça, il est 8h, c'est l'heure du Flash Info écrit par Marine. Pulsar. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. La vaccination s'accélère. C'était annoncé, prévu et c'est officiel. 20 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé samedi Emmanuel Macron dans un tweet. La campagne de vaccination s'est fortement accélérée ces derniers jours pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis des 30 millions un mois plus tard. Une manifestation compliquée. Entre 2500 à 3500 personnes selon les autorités, 4500 à 5000 selon les organisateurs, se sont rassemblés par petits groupes dans le quartier de Barbès-Rochechouart, dans le 18e arrondissement. Samedi en soutien de la Palestine. Quelques 4200 policiers et gendarmes mobilisés, d'après les chiffres de la préfecture de police, s'étaient mobilisés pour appliquer les consignes de dispersion systématique et immédiate dès que des manifestants tentaient de se regrouper. Marine Le Pen inquiétée dans une affaire de fonds européens. Le JDD a publié un rapport d'enquête mettant en cause Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs. Cette dernière annonce une manœuvre politique, je cite, comme à chaque élection. Dans cette enquête ouverte en 2015, environ 25 élus et assistants, dont Marine Le Pen, son père et des hauts responsables du parti, sont soupçonnés d'avoir mis en place de manière concertée et délibérée un système de détournement des enveloppes allouées par l'UE à chaque député européen, dans le but de rémunérer des collaborateurs parlementaires, permettant au parti de faire des économies sur ses salaires. Le Parlement européen a estimé son préjudice à 6,8 millions d'euros entre 2009 et 2017. Un selfie meurtrier. Au moins 7 morts après le naufrage d'un bateau à cause d'un selfie en Indonésie. Des touristes voulant prendre un selfie ont fait chavirer un bateau surchargé dans une retenue d'eau sur l'île de Java, entraînant la mort par noyade d'au moins 7 Indonésiens, a annoncé ce dimanche la police indonésienne. L'accident s'est produit samedi dans la régence de Boyolali, lorsque les 20 passagers se sont soudain tous placés d'un côté du bateau pour faire une photo de groupe, a indiqué le chef de la police de Java. 2 personnes sont toujours portées disparues et les secouristes sont à leur recherche. Droits sociaux pour les intermittents. L'actualité locale maintenant. Les intermittents des spectacles de La Rochelle, Niort et Poitiers ont offert ce dimanche le péage gratuit entre 16h et 17h aux automobilistes qui sortaient à Poitiers-Sud. C'est une opération nationale coordonnée au niveau régional, explique un représentant du mouvement. Nous voulons sensibiliser le public pour le retrait de l'assurance chômage et demandons les droits sociaux pour tous les intermittents de l'emploi. Il y avait à côté des manifestants une 50aine de personnes et côté force de l'ordre, une 20aine de gendarmes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar. Merci beaucoup Marine pour l'écriture de ce flash et merci à Tom pour l'avoir lu. Tout de suite on retrouve Pierre qui va nous parler d'une discorde au sein de La République En Marche. La République En Marche se serait bien passée de cette polémique. Il y a une semaine, une nouvelle tension agite la majorité présidentielle. Dans un mois, les élections départementales auront lieu. À Montpellier, comme ailleurs, des candidats se déclarent. Et dans un des cantons de la ville, Sarah Zemaï se présente en tant que suppléante. Cette femme, sur la photo de campagne, porte le voile. Il n'en faudra pas plus pour faire réagir. Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, député européen et tête de liste pour les régionales en Île-de-France, lance ses hostilités. Il interpelle sur Twitter Marlène Schiappa sur la question de la lutte contre le séparatisme. Aussitôt, le patron du parti présidentiel, Stanislas Guerini, député de Paris, intervient. Il assure que les valeurs portées par La République En Marche ne sont pas compatibles avec le fait de porter des signes religieux ostentatoires. Il menace les candidats de sanctions, en l'occurrence, de retirer le soutien du parti aux candidats. Et la question divise dans la majorité. Naïma Mouchou, députée En Marche du Val d'Oise, explique que retirer le soutien à ses candidats serait de la discrimination. Elle rappelle que la loi protège les convictions religieuses, mais aussi la liberté de les afficher ou non en campagne électorale.
C'est ensuite aux électeurs de faire un choix. Même son cloche de la part de Sacha Houlié, député de la Vienne. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale explique que la légalité et la liberté prévalent et que c'est aux électeurs de faire un choix. Il critique également le fait de relayer un cadre du parti d'extrême droite. C'est vrai que ça le fout mal, surtout de la part du responsable du parti présidentiel. Gabriel Attal, quant à lui, soutient Stanislas Guerini. Le porte-parole du gouvernement explique que le parti ne souhaite pas soutenir de candidats avec des signes religieux ostentatoires, et que c'est une question de choix politique. Mais alors, que penser de cette question à un mois d'une élection décisive pour la majorité présidentielle ? En effet, le parti du président peine à convaincre. Les dernières élections municipales l'ont prouvé. Ils ont moins de 4 maires de communes de plus de 30 000 habitants. Il faut donc convaincre. Et en faisant cela, le patron d'En Marche fait un choix clair. Il va chasser sur les terres de l'extrême droite, qui reste, dans ce qui est montré, l'adversaire principal de la majorité. Tout est fait depuis 2017 pour rejouer le second tour Le Pen-Macron. Au niveau des lois votées déjà, comme la loi Asile et Immigration, pour ne citer qu'elle, ou même au niveau médiatique. On se rappelle le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen pendant la loi Sécurité Globale. Mais le problème, c'est que le parti n'est pas coordonné sur cette question. Contrairement au Rassemblement National, qui d'un point de vue officiel tient la même ligne directrice, peu importe les membres interrogés. Ainsi, par manque de coordination, la crédibilité du parti présidentiel est bancale, et ça le dessert complètement, ainsi que sa stratégie globale. Ce qui a pour conséquence l'effet inverse de ce qui est voulu. Cela fait penser au mieux à de la confusion, au pire à de l'amateurisme. Quoi qu'il se passe pour les départementales, cette polémique va faire du mal au sein de la majorité. Des débats vont éclater, et espérons pour le parti que cela permettra de clarifier sa position sur la question du voile, car en effet, il en a bien besoin. Merci beaucoup Pierre. Tout de suite une petite pause musicale avec un morceau fait par un Poitevin. C'est Kama avec le titre Tomorrow. I can't leave her, I don't think she'll be alright. Man, I'm tired, I get sleepy, but I just can't close my eyes. I can't tell if she gon' make it through the night. She can't breathe and she can't see me, there is no one in her eyes. Yeah, I know you worry, it hasn't been easy, but girl, I just know you gon' make it through. I know you fighting, you ain't gonna lose it. No way, no way, no way. I ain't gonna lose you today. You seen too much, but you see right now. We ain't gotta make it all up instead. Let me get some rest, let's just see tomorrow. I don't wanna hear what you think right now. I don't really care what your boyfriend called you. I just wanna see you take a deep breath in. Let's just wake up, let's just see tomorrow. Can we just see tomorrow? Can we see tomorrow? Can we see tomorrow? Cause you take me back to the ocean, under the sun. You make me feel like a kid again, when we were young. I'ma stay right here, right by your side, I'ma be right here. Tell you that I love you, I'ma whisper in your ear. Tell you that I love you, I'ma whisper in your ear. I ain't gonna go nowhere, 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 nowhere. Show you that I love you, I'ma show you that I care. Cause you know I'm coming around, coming for your safety. You've been doing shit that's kinda crazy lately. You've been acting stupid, I never seen it. I think you about to lose it, screw it. I'm coming home to you. I'm dropping the shit I do. You don't believe in you, but girl I do. So let's just see tomorrow. Can we just see tomorrow? Can we see tomorrow? Can we see tomorrow? Cause you take me back to the ocean, under the sun. You make me feel like a kid again, like when we were young. Point de suspension. Wake up. Allez, debout maintenant. Super morceau, c'est local, c'est cool, mais dehors la musique, on est avec Tom qui va nous parler de skate et de Jeux Olympiques aujourd'hui. En effet, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fait encore débat auprès de la communauté underground des skateurs, c'est l'admission de la discipline aux Jeux Olympiques.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette pratique de plus en plus populaire a réussi à sortir de la rue pour arriver prochainement devant nos écrans durant les prochains JO de Tokyo. Mais cette nouvelle divise encore nombreux skateurs qui estiment que ce sport doit rester dans la rue, là où tout a commencé. Pour appuyer ces arguments, revenons rapidement sur l'historique du skate. Tout commence dans les années 50 sur la côte ouest des États-Unis, où des surfeurs décident de fabriquer des planches à roulettes pour surfer sur la route quand la météo ne permettait pas de le faire dans la mer. C'est à partir des années 60 que la discipline se démocratise avec des fabrications industrielles de skateboard, ainsi que la création des premières marques dédiées au sport de glisse, comme la célèbre enseigne Vans en 1966. Les années 60 connaissent le début des compétitions, avec en 1963 le premier contest de skate à Hermosa Beach. Et c'est à partir des années 70 que tout explose avec l'arrivée d'une technologie révolutionnaire, les roues en uréthane. Créées par la société Cadillac Wheels, ces roues apportent une accroche plus importante au bitume et une plus grande rapidité, laissant donc plus de possibilités dans les tricks. Les années 70, c'est également l'arrivée des premières superstars du skate, avec le célèbre crew des Z-Boys ou Zephyr Competition Team, composé particulièrement de Stacy Peralta, Tony Alva et Jay Adams, qui seront les premiers champions internationaux de skate. Je vous conseille d'ailleurs le film Les Seigneurs de Dogtown, réalisé par Catherine Hardwicke, qui retrace très bien cette période et l'évolution du crew. Le premier ollie est recatché par Alan Gelfand, un skater au cœur de la scène skate allemande qui était très active à la fin des années 70. Les années 80-90 représentent le début de la popularité grandissante du skate, avec la publication du premier numéro de Thrasher en 1981, ce célèbre magazine de skate devenu bien trop populaire pour leurs vêtements, et Transworld Skateboard Magazine en 1983. C'est également le moment où le jeune Rodney Mullen attire l'œil de tous les spectateurs par sa créativité et son talent infini. La création des X-Games en 1994 va augmenter encore la visibilité de ce sport avec le grand Tony Hawk, dont Émile vous a déjà parlé il y a peu de temps. Désormais, le skate occupe une grande place dans nos rues, la popularité n'a jamais été aussi haute, c'est pourquoi de nouvelles compétitions se sont créées, comme la Street League Skateboarding en 2010. Un premier pas dans le monde du business du sport qui n'a pas plu à la communauté, du fait que l'image renvoyée n'était pas en accord avec ce que le skate représente chez les vrais passionnés. Les JO sont désormais une nouvelle porte à la médiatisation de ce sport très underground, mais également un nouveau moyen de découvrir cette pratique riche en sensations. Mais alors de quoi sera composée l'épreuve de skateboard au JO ? L'épreuve de skateboard au JO sera divisée en 2 compétitions. Une en parc, c'est-à-dire les bowls, les grandes rampes et les courbes, et une en street, avec plutôt les rails et les escaliers. La première compétition en parc sera notée sur 4 runs de 45 secondes, où le skater doit réaliser le plus de figures possible. Et la partie street est, elle, composée de 2 épreuves, également 4 runs de 45 secondes, où le skater doit réaliser le plus de figures possible, et 5 best tricks, où le skater doit réaliser un seul trick pouvant lui rapporter le plus de points. Ce sont donc des types de compétitions classiques déjà présents en Street League, ainsi qu'à d'autres compétitions. De nombreux skateurs se sont d'ailleurs exprimés devant ce choix de type de compétition, ne laissant que peu de place à la créativité et privilégiant les gros tricks sans âme. Le français Vincent Milou, qu'on devrait apercevoir durant ces JO, s'est exprimé sur le sujet en assurant qu'il ne laissera pas la compétition changer sa façon de skater. Alors si on est skateur, comment on peut se qualifier pour les JO ? C'est très simple, les skateurs qualifiés sont déjà les 3 premiers au championnat du monde World Skate, ainsi que les 16 premiers du Olympic World Skateboarding Ranking, soit le classement général international de la discipline. Seulement voilà, les JO font polémique et c'était attendu. Ce sport est plus qu'une activité physique, c'est un mode de vie, une culture et même un art. Il est très compliqué de juger un tricks avec autant de déclinaisons possibles et de styles différents en fonction des skateurs. Les JO vont lisser le côté underground et hors la loi du skate en le rendant réglementé, retirant la clé de voûte de ce sport qui est la liberté. Maintenant, les JO vont également apporter un vent de fraîcheur au skate moderne, peut-être en inspirant de nombreux futurs skateurs, mais également en exposant ce sport au grand public, permettant peut-être de développer de nouveaux moyens pour construire plus de skateparks. Merci beaucoup Tom d'être venu en studio pour nous parler de ça. J'ai une petite question Tom, excuse-moi. Est-ce que du coup la compétition au JO elle va être genrée ou pas ? Enfin, est-ce qu'elle va être mixte ? Bien sûr, il y aura une épreuve femme. En fait, il y a 2 épreuves, une en parc, une en street, et dans chaque épreuve il y aura hommes et femmes. D'accord, ça va être. Et tu peux nous redonner le nom du film que tu nous as conseillé au début ? C'est Les Seigneurs de Dogtown. Merci. Ok, écoute, merci beaucoup Tom d'être venu en studio pour nous parler de ça. Donc si vous êtes un vrai rider, mettez-y parce que c'est en 2021, donc dépêchez-vous. Donc ils sont de retour après plusieurs années d'absence, les Black Keys, sans transition. Leur nouvel album est sorti vendredi dernier et on écoute tout de suite un extrait, c'est le morceau Louise. On revient juste après pour parler mobilité. I said, Louise,
Y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Point d'interrogation. Et les conversations que nous entendons sont également retardées. La plupart de ces conversations que nous entendons en voyant l'image passent sur une bande magnétique qui est lue quelques secondes plus tard. Ceci afin de respecter la synchronisation entre le son et l'image. Pulsar. C'était les Black Keys, leur nouvel album Delta Cream aux ambiances blues est disponible sur toutes les plateformes. Alors maintenant, on va passer à notre petit débat du jour sur la mobilité électrique. Le 25 mai, sur les ondes de Radio Pulsar, vous pourrez retrouver une émission entière dédiée à la mobilité durable. En guise d'introduction au sujet, j'aimerais parler de la démocratisation des véhicules électriques avec vous. Alors, petite question autour de la table, est-ce que vous avez une voiture, Kylian ? Non, je n'ai pas encore de voiture, malheureusement. Ok. Théo ? Ouais, moi j'ai un bon gros diesel. Non, c'est pas vrai, c'est une vieille voiture toute pourrie, toute diesel, mais bon, voilà. Tom ? Moi j'ai la fameuse flèche blanche, la 106 blanche. Ok, donc Pierre de Poitiers. Donc aucune Neuro électrique, c'est tous essence, diesel, etc. Alors moi j'avoue que je roule à vélo, donc c'est même pas électrique, c'est juste la force de mes jambes. Ok, donc ouais, et toi, essence ? Essence totalement, ouais. D'accord. Est-ce que vous envisageriez d'acheter potentiellement une voiture électrique dans les 3 ans à venir, seulement 3 ans ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? 3 ans. C'est compliqué déjà parce que ça coûte un peu cher. Je pense pas avoir les moyens de m'acheter une voiture électrique dès maintenant, mais non, peut-être pas dans les 3 ans, mais je pense que dans le futur, pourquoi pas, quoi. Ouais, Ok. c'est ça, peut-être pas dans les 3 ans, parce que niveau budget, ça va être assez compliqué. Ouais. Mais à l'avenir, oui, ce serait peut-être un plan, ouais. Trop cher, trop exclusif pour le moment, peut-être, Théo ? Non, c'est vrai qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, le marché de la voiture électrique, il commence juste, donc on n'a même pas le temps d'avoir les vieilles, entre guillemets, les vieilles voitures comme la mienne, par exemple, qui datent de 2005. Là, on n'a que des voitures qui datent de, je sais pas, 2015 au max. Donc les prix n'ont pas du tout le temps de baisser. Ce qui va être compliqué aussi, c'est que les batteries, il va falloir les changer si on achète d'occasion. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens d'acheter quand on est étudiant ou quand on vient juste de rentrer sur le marché de l'emploi, quoi. Eh bien justement, l'électrique c'est plus forcément un produit de luxe. Alors dehors les Tesla, même la Porsche Taycan, etc. qui coûtent un bras. C'est Dacia, entreprise française qui a pris l'initiative de franchir le pas dans le domaine de la mobilité verte. Enfin, un peu plus verte, en proposant un modèle totalement électrique, la Dacia Spring. Et enfin, pour la première fois, on propose un véhicule électrique sans environnement luxueux, juste une voiture normale, à prix abordable. On se rappelle la première initiative française, la Renault Zoé, qui était vendue 32 000 €, donc c'est extrêmement cher pour une voiture censée être grand public. Donc on en croise parfois dans les rues, bien sûr, mais c'est pas du tout la nouvelle Clio, quoi. Là, on est sur une gamme de prix équivalente, voire inférieure aux voitures classiques du style Clio ou 208. Pour une voiture neuve, on arrive aux alentours de 8-9 000 € avec les aides de l'État. Donc, ce qui paraît cher, mais pour une voiture neuve, c'est en fait moins cher qu'une voiture d'entrée de gamme. Donc c'est enfin une alternative abordable et réaliste. C'est français, cocorico. Et surtout, c'est peut-être le début de la vraie démocratisation de l'électrique en France. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce modèle ? Un petit peu, je crois, mais après, moi, je me pose surtout des questions sur déjà la fiabilité de la voiture, parce que bon, à ce prix-là, c'est quand même vraiment pas très cher. Après, je pense que maintenant, ils ont eu le temps de développer des bonnes technologies en électrique, mais déjà, ouais, je me pose quelques questions au niveau de la fiabilité et aussi au niveau de l'autonomie. Parce que pareil, pour développer des batteries vraiment très autonomes, qui durent vraiment longtemps, qui ont beaucoup de charge, faut quand même lâcher un petit peu d'argent, je pense. Et puis, chose qu'on pourrait pas forcément retrouver sur des voitures d'entrée de gamme électriques. C'est sûr, mais c'est déjà une. Là, le truc, c'est plutôt de démocratiser, parce que c'est pas avec des voitures de luxe qu'on change tout le parc automobile d'un pays, par exemple. Votre avis, Kylian, Théo, sur ce projet Je pense que ce qui va être important sur la mobilité verte, la mobilité durable, ça va être, au-delà de la voiture électrique, ça va être comment on change notre façon de se déplacer. Dans un premier temps, éventuellement, arrêter de se déplacer en se disant on veut aller le plus vite possible, on veut prendre l'avion pour économiser 30 minutes alors qu'on les perd en attendant notre bagage à l'arrivée. Ça va être le train, les trains de nuit, donc ce qui arrive un petit peu, mais les choses comme le bus, éventuellement le vélo sur les tout petits trajets autour de l'endroit où on vit, tant qu'on est à genre 5 km, trucs comme ça. Les vélos électriques peuvent permettre aussi aux personnes qui ont peut-être plus de difficultés à se déplacer de bouger, notamment à Poitiers, parce qu'il y a des montées partout. Enfin, vous les connaissez. Ouais, on les connaît bien, ouais. Du coup, ouais, la voiture électrique, ça a un côté assez agréable et assez intéressant sur le papier, sur le politique, sur la communication. Et je pense que ça peut être un moyen super de se passer de la voiture tout carbone. Mais en même temps, il faut savoir comment on produit cette électricité aussi.
les batteries, les métaux rares, etc. Toi, Kylian, ton avis sur ce projet, sur la démocratisation de l'électrique? Oui, c'est un peu pareil que Théo, justement. Je pense que il faut repenser totalement notre manière de déplacer et de nous déplacer. Et donc, certes, oui, l'électrique est un moyen très intéressant qui peut remplacer l'essence, le diesel. Après, peut-être privilégier plus les trajets plus longs, comme le train, comme l'a dit Théo. Ah, c'est sûr, privilégier les transports en commun, évidemment, pour réduire l'empreinte, parce qu'on sait que la voiture électrique, ça paraît tout rose comme ça, mais en réalité, ça cache aussi ces petits problèmes. Bah écoutez, on va partir sur éventuellement une petite pause musicale, hein, on adore ça ici, et puis on se revoit tout à l'heure. Wake up. Pulsar 95.9. Allez, debout maintenant. Wake up in the morning. Allez, debout maintenant. Il est 8h30, vous êtes toujours dans Espace Matin sur Radio Pulsar et c'est l'heure du Flash Info écrit par Marine. Pulsar. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. La vaccination s'accélère. C'était annoncé, prévu et c'est officiel. 20 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 en France, a annoncé samedi Emmanuel Macron dans un tweet. La campagne de vaccination s'est fortement accélérée ces derniers jours pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis des 30 millions un mois plus tard. Manifestation compliquée. Entre 2500 à 3500 personnes selon les autorités, 4500 à 5000 selon les organisateurs, se sont rassemblés par petits groupes dans le quartier de Barbès-Rochechouart dans le 18e arrondissement, samedi en soutien de la Palestine. Quelques 4200 policiers et gendarmes mobilisés, d'après les chiffres de la préfecture de police, étaient mobilisés pour appliquer les consignes de dispersion systématique et immédiate dès que des manifestants tentaient de se regrouper. Marine Le Pen à nouveau inquiétée dans une affaire de fonds européens. Le JDD a publié un rapport d'enquête mettant en cause Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs. Cette dernière dénonce une manœuvre politique, je cite, « comme à chaque élection ». Dans cette enquête ouverte en 2015, environ 25 élus et assistants, dont Marine Le Pen, son père et des hauts responsables du parti, sont soupçonnés d'avoir mis en place de manière concertée et délibérée un système de détournement des enveloppes allouées par l'UE à chaque député européen dans le but de rémunérer ses collaborateurs parlementaires, permettant au parti de faire des économies sur ses salaires. Le Parlement européen a estimé son préjudice à 6,8 millions d'euros entre 2009 et 2017. Un selfie meurtrier. Au moins 7 morts après le naufrage d'un bateau à cause d'un selfie en Indonésie. Des touristes voulant prendre un selfie ont fait chavirer un bateau surchargé dans une retenue d'eau sur l'île de Java, entraînant la mort par noyade d'au moins 7 Indonésiens, a annoncé ce dimanche la police indonésienne. L'accident s'est produit samedi dans la régence de Boyolali lorsque les 20 passagers se sont soudain tous placés d'un côté du bateau pour faire une photo de groupe, a indiqué le chef de la police de Java. 2 personnes sont toujours portées disparues et les secouristes sont à leur recherche. Droits sociaux pour les intermittents. L'actualité locale maintenant, les intermittents du spectacle de La Rochelle, Niort et Poitiers ont offert ce dimanche le péage gratuit entre 16h et 17h aux automobilistes qui sortaient à Poitiers Sud. C'est une opération nationale coordonnée au niveau régional, explique un des représentants du mouvement. Nous voulons sensibiliser le public pour le retrait de l'assurance chômage et demandons les droits sociaux pour tous les intermittents de l'emploi. Il y avait côté manifestants une 50aine de personnes et côté force de l'ordre une 20aine de gendarmes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Merci beaucoup Marine pour l'écriture et Tom pour la lecture. Maintenant on sait tout, ou presque, il faut encore déterminer ce que l'on va faire ces prochains jours. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda de la semaine. Vous prendrez bien un verre de science ? D'aujourd'hui au mercredi 19 mai, à Poitiers, se tient la manifestation Pint of Science. Événement qui a pour but de casser les préjugés et rendre la science accessible en proposant des rencontres avec des chercheurs et doctorants. L'édition 2021 de ce festival se déroule en ligne. Une vingtaine de bénévoles de l'Université de Poitiers ont planché sur l'organisation. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Pint of Science pour lundi et mardi, puis les organisateurs ouvriront les laboratoires le mercredi pour 3 interventions de 15 minutes sur les thèmes suivants, de l'atome aux galaxies, planète Terre, puis de l'homme aux civilisations. À nouveau un peu de couleur dans la ville. Le centre LGBTI du Poitou, en partenariat avec le photographe Antoine Delage, ont le plaisir de vous présenter l'exposition La Route Arc-en-Ciel. Cette série de photos artistiques vise à montrer le quotidien de personnes LGBTI+, et celui de leur entourage. Ces photos sont accompagnées de textes expliquant le contexte de la photo. Rendez-vous dans la cour arrière de l'hôtel de ville du 18 au 31 mai.
Venez découvrir la médecine. Si vous souhaitez devenir médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme ou kinésithérapeute, l'IRSS de Poitiers vous invite à un cours de découverte de médecine le mercredi 19 mai de 16h30 à 18h30 en vidéoconférence sur le site profilsub.fr/cours-découverte/Poitiers. Si vous avez la main verte, la direction des espaces verts de la ville de Poitiers vous accueille le mercredi 19 mai de 14h30 à 16h au Jardin des Plantes pour un atelier botanique adapté à tous les âges. Prise de rendez-vous sur le site internet de la ville. exposition L'Europe au quotidien dans le cadre du mois de l'Europe. Exposition réalisée par les 6 centres Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine présente de manière ludique ce que l'Union Européenne fait dans le quotidien des citoyens de toutes les générations via les témoignages d'une famille. Elle se déroulera du 11 au 31 mai à la médiathèque François Mitterrand. Merci beaucoup Kylian pour cet agenda de la semaine. Maintenant, on sait comment s'occuper. On va enfin pouvoir profiter de l'extérieur avec la réouverture de quelques lieux de rencontre. Ça nous donnera peut-être envie à certains de prendre le large. Ça tombe bien, pour les plus voyageurs d'entre nous, les reporters de Radio Campus Montpellier sont allés à la rencontre des responsables Erasmus de leur université. Alors je m'appelle Lionel Cabos et je suis en charge donc de superviser le bureau qui s'occupe de l'accueil des étudiants Erasmus et sur convention internationale. Donc deux volets Europe et hors Europe. Donc bonjour, Caroline Couyoum-Dian. Donc moi je m'occupe principalement des étudiants Erasmus qui viennent faire leur mobilité au sein de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Voilà, donc j'ai en charge l'accueil et le suivi administratif avec Lionel également. Et pour ce qui est de la spécificité du métier, je pense, tu me corrigeras Caroline si tu as quelque chose à rajouter ou à corriger, mais c'est que en fait on gère un public particulier et qui a besoin d'une attention toute particulière. Donc notamment cette année avec la crise du Covid et donc la situation très particulière dans laquelle on est, c'est vrai qu'on a assuré un suivi très individualisé de nos étudiants, toutes les questions que ça soulève, que ce soit pour trouver les cours, etc. Donc on est face à plein de situations, des étudiants stressés, qui maîtrisent mal le français ou qui ont du mal à rentrer en contact avec les enseignants ou d'autres services de l'administration. Donc on est quelque part, on fait le lien, on est un petit peu leurs parents pendant l'année. Nous leur avons demandé comment fonctionnait le programme Erasmus à l'université Paul Valéry de Montpellier. On a énormément de partenariats avec des universités européennes, donc dans le cadre Erasmus. Voilà, on a à peu près 400 accords. Alors dans une année normale, je dirais qu'on accueille sur une année à peu près 400 étudiants. Donc vraiment de tous les pays de l'Europe, également de l'espace Schengen. Et hors Europe, oui. Partenaires dans le cadre Erasmus avec des pays, avec des universités de pays hors Europe, que ce soit en Arménie, Géorgie, Haïti. Voilà, c'est des programmes très particuliers, mais ça reste de la mobilité Erasmus. Voilà. Donc dans un premier temps, en fait, l'étudiant qui souhaite venir à faire ses études à Paul Valéry doit se renseigner auprès du bureau des relations internationales de son université d'origine. Il doit poser une candidature puisque c'est son université d'origine qui va dire oui ou qui va dire non. Et lorsque la candidature est acceptée, nous on reçoit les informations par email. Et là on lance le processus de candidature qu'on envoie à l'étudiant. Il doit se connecter sur une plateforme internet. Et là il rentre toutes les informations dont on a besoin pour finaliser son inscription administrative à Paul Valéry et pour qu'il soit un étudiant de Paul Va à part entière. Voilà, dès qu'il arrive. Étant donné la crise sanitaire, nous leur avons demandé comment s'est passée la procédure d'Erasmus aujourd'hui et de quelle manière se déroulent les cours à l'université actuellement. L'université Paul Valéry a souhaité annuler les mobilités de septembre à décembre, donc le premier semestre de l'année 2019-2020. Bon après... 2020-21. Ah oui, de l'année 2020-21, pardon, excusez-moi. Et donc, certains étudiants ont fait le choix de reporter cette mobilité lors de ce semestre actuel. Donc, on doit à peu près être une centaine d'étudiants Erasmus accueillis, qui ont été courageux, qui sont venus malgré les difficultés administratives, etc. Et puis la crise sanitaire. Et certains ont accepté de se faire tester.
Oui, et du coup, en raison de la pandémie, notre service a mis en place des partenariats avec des pharmacies aux alentours du campus et avec le CHU Saint-Éloi pour permettre aux étudiants de se faire tester gratuitement et rapidement donc dans les pharmacies pour les étudiants de l'Union européenne via des tests antigéniques classiques. Bon, après, c'est vrai que au niveau de nous, la politique de notre université, et plus particulièrement de la DRIF, donc la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie, c'est le 100% distanciel. C'est pas notre volonté. Nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants viennent à Montpellier, vivent une expérience, essayent d'échanger comme ils peuvent avec d'autres étudiants. Et puis nous, on a envie de les voir aussi, quoi. Voilà, c'est compliqué pour nous et ouais, il nous manque. Oui, ça a été très bizarre. La rentrée s'est faite entièrement en distanciel, que ce soit les réunions d'accueil, les inscriptions aux cours, les surprises. On va essayer d'améliorer notre accueil, peut-être notre suivi, peut-être mettre en place des visios avec les étudiants, des temps d'échange un peu plus décontractés. Après, concernant les cours, on a essayé de mettre en place au niveau de l'université des cours en présentiel, distanciel, donc un format hybride, une semaine sur 2. Après, il y a des choix pédagogiques qui sont faits et ça, c'est sous la responsabilité des équipes enseignantes. Donc, il y a quand même des étudiants Erasmus qui vont physiquement en cours et c'est vrai que pour la plupart, les cours sont proposés en distanciel. Il est trop tôt pour dire quel format sera privilégié à la rentrée de septembre 2021. La ville de Montpellier est très populaire parmi les étudiants étrangers. Quelle matière étudie donc la majorité des étudiants étrangers qui choisissent l'université Paul Valéry de Montpellier? Après, pour ce qui est des domaines d'études les plus représentés, on va dire, on a énormément d'étudiants en langue, que ce soit en anglais, en allemand. Après, c'est des étudiants, malgré le fait qu'ils soient nominés dans un domaine d'études, ils peuvent prendre des cours dans l'ensemble des départements, dans une certaine mesure. Les deux coordinateurs pédagogiques, d'ailleurs, celui de l'université d'origine et celui de Paul Valéry, qui décident, qui donnent un avis favorable ou défavorable au choix de cours de l'étudiant. Oui, tout à fait. Il faut que l'étudiant respecte aussi le domaine d'études de son université d'origine. Donc, par défaut, les langues, c'est un petit peu particulier, parce qu'autant vous dire qu'un étudiant allemand ne va pas venir étudier l'allemand en France, ou dans des cas exceptionnels peut-être. Mais sinon, globalement, on a des départements très actifs, que ce soit les départements de langue, de sciences du langage, en sociologie, en psychologie. Globalement, l'ensemble des départements de l'université sont quand même bien représentés dans le cadre des échanges. Nous nous sommes aussi demandé si le service Erasmus avait des retours de séjour effectués par les étudiants étrangers à l'université Paul Valéry de Montpellier. Pour le moment, donc, les étudiants sont toujours en mobilité, et on a peu d'occasions de les croiser. Généralement, ce qu'on reçoit au bureau, c'est plutôt quand ils ont un problème avec les cours ou autre. Mais globalement, on a l'impression qu'ils sont quand même satisfaits de leur séjour. Après, on en saura un petit peu plus en fin de mobilité. On va mettre en place un questionnaire justement à destination des étudiants, à l'ensemble des étudiants internationaux, c'est-à-dire les étudiants qui seront venus en Erasmus sur d'autres programmes, les étudiants en individuel ou qui prennent des cours de français à l'Institut d'études de français pour étrangers, l'IEFE, qui est jumelé avec la Direction des Relations Internationales et donc de la francophonie. Donc on en saura un petit peu plus. Mais globalement, les étudiants sont très satisfaits de leur séjour à Montpellier. On a l'impression que cette année sera exactement pareil. D'après Caroline Lionel, quelles sont les raisons qui font que les étudiants étrangers choisiraient Montpellier et l'université Paul Valéry dans le cadre d'un séjour en Erasmus? Parce qu'il y a un super bureau qui les accueille déjà. Alors, non. Tout d'abord pour la qualité de l'accueil, c'est sûr. De l'accueil. Non. Plus sérieusement, Montpellier, on sait que c'est une ville qui est très étudiante. Je crois que c'est un habitant sur 4. Après, de par sa position géographique, on n'est pas loin. On est juste à côté de la mer. On n'est pas loin de la montagne. On n'est pas loin de l'Espagne. On n'est pas loin de l'Italie. Il y a d'autres grandes villes qui sont accessibles grâce au bus ou grâce au train. Paris est à
3h30 par exemple de Montpellier. Paris, Lyon, Marseille. Barcelone aussi, exactement. Pourquoi Paul Valéry ? Parce que c'est un beau campus, parce que la plupart des coordinateurs les coordinateurs pédagogiques qui suivent les étudiants sont vraiment très impliqués, donc il y a un vrai suivi. Et puis je pense que c'est une ville qui a une grosse offre culturelle aussi. Elle est moins visible cette année, mais je pense qu'il y a quand même énormément de musées, des expositions. Moi je pense que c'est assez agréable, quoi. C'est une ville qui est très jeune, qui est dynamique, et puis sans pour autant aller dans un musée ou faire une expo, une bonne paire de baskets, et puis on se perd dans Montpellier, dans l'écusson, et puis c'est super. Voilà. Oui, je pense qu'il y a aussi l'effet boule de neige, hein, les étudiants étant satisfaits de leur séjour, à leur retour dans leur université d'origine, font aussi la promotion, ils deviennent ambassadeurs finalement de l'université. Donc, alors déjà, ça fait partie de notre métier, on le fait de bon cœur, hein, de les accueillir dans les meilleures conditions, on leur offre des packs d'accueil, on les bichonne, hein, quelque part. Mais ça sert aussi à l'université à être représenté dans les établissements partenaires, c'est un peu le but, donner envie aux étudiants de revenir. Oui, c'est le cas. Après, on a même des étudiants Erasmus qui reviennent s'inscrire en tant qu'étudiants individuels pour s'inscrire dans des masters, généralement en sciences du langage, voilà, pour devenir enseignant de français langue étrangère. Ça arrive, quoi. Il est 8h45 dans Espace Matin. C'est vrai que ça donne envie de prendre le large. Pause musicale maintenant, on se retrouve à 9h pour le Flash Info. Wake up. J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Hein ? Allez, debout maintenant. L'émission Espace Matin vous a été présentée par le Petit Futé, Poitiers, escapade dans la Vienne.